En 2006, une convention nationale agrifaune a été signée par les acteurs du monde agricole et cynégétique afin d'unir leurs efforts pour concilier l'agriculture, la chasse et la faune sauvage. À l'image du Calvados en 2010, c'est aujourd'hui plus d'une soixantaine de départements français qui ont développé un programme agrifaune sur des thématiques variées. Au niveau de notre département, c'était avant tout destiné à sensibiliser les jeunes agriculteurs ou les futurs agriculteurs dans les lycées agricoles en matière environnementale concernant la biodiversité. On s'aperçoit aujourd'hui que nos plaines deviennent de moins en moins accueillantes pour la petite faune sauvage pour diverses raisons, essentiellement liées notamment aux problèmes d'assolement et de machinisme agricole. Et il nous a paru opportun, dans le cadre du programme Agrifaune, justement, de pouvoir aller exposer à ces jeunes-là les différentes méthodes qui permettent quand même à la fois d'avoir une production agronomique satisfaisante et aussi de pouvoir développer une faune sauvage riche et diversifiée sur leur territoire. À l'ONCFS, nous allons dans les lycées agricoles faire des interventions pour sensibiliser les élèves à la faune sauvage et à la biodiversité en milieu agricole. On commence en général par une intervention en salle pour présenter le programme Agrifaune. Et puis ensuite, on va sur le terrain, soit chez un agriculteur du réseau Agrifaune, ou alors sur une sortie haie, autour de la haie, ou alors pour un comptage vers de terre, comme aujourd'hui par exemple. C'est bon, tout le monde en a? Parce que vous allez prendre que les vers de terre qui sont à l'intérieur, bien sûr, ou ceux qui sont en limite. Donc pendant 15 minutes, vous allez regarder les vers de terre qui sortent. Donc vous vous accroupissez et puis vous récupérez les vers de terre qui sortent. On les met à rincer dans la barquette. Vous arrosez régulièrement pour en avoir bien partout. Une fois que vous aurez coupé là. Coupe un peu toi. Il y en a un qui chronomètre 15 minutes. Alors, t'as une montre toi. Une fois que l'arrosage a été fait, on récupère tous les vers de terre qui sortent. On les rince à l'eau pour pas qu'ils meurent, voilà. Et on attend donc un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, on refait un deuxième arrosage avec avec quoi, la feuille là. Et donc voilà, ces vers de terre qui vont sortir, il va falloir les classer en 3 catégories. Attention. Voilà. Et oui, c'est bien. C'est bien. Merci. Attends, je vais changer de sens. Alors, est-ce que vous savez différencier un adulte d'un jeune? Ah bah ils sont plus gros. Les adultes sont plus gros. Ben non. Là. Non. C'est vrai les adultes sont plus petits. Ben ça, toi par exemple, c'est un jeune. Parce qu'il est long. Non, parce qu'il n'a pas d'anneau en fait. Ah oui, l'anneau. tu vois. Si, il en a au début, regardez. Regarde cet anneau-là. D'accord. Et vu que c'est des jeunes, et vous voyez qu'ils sont très très longs, ils font plus de 5 ou 10 cm. C'est des longs, c'est... Voilà, c'est des anéciques, c'est-à-dire des très grands. Voilà, et après, dans les anéciques, il y a tête rouge ou tête noire. la tête justement. noire. Ouais, là c'est tête noire. Voilà, et en fait, ils ont un gradient Et de la couleur, tête, vous voyez. c'est ici, c'est ça? Voilà. Vous voyez, ils ont un gradient de couleur, c'est-à-dire qu'ils sont plus foncés à la tête. Et ils sont pas uniformes en couleur. Ouais, ils ont plusieurs. Ils ont un petit dégradé de couleur. Du coup, et c'est des têtes noires ceux-là aussi. Et c'est ceux qui sont le plus courants dans les prairies. Regarde, tout cela, tout ça c'est de la tête noire. Ça c'est une tête noire ça. Ouais. Regarde la tête, elle est toute noire. 10, Hein 11. 11. Ça c'est une tête rouge quand même. Non, noir. Non, regarde la différence de couleur. Tu vois, il a quand même la tête plus 12, sombre. 13, 14, 14, ouais. Vous avez surtout les têtes noires en fait. 15. Alors, sur votre placette 1, vous avez au total 75 vers de terre. Oui. Ouais. Alors, les maximum, les plus représentés, C'est les juvéniles en année cycle. voilà, les anéciques. Voilà, les anéciques, ceux qui font l'aller-retour entre la surface et puis la profondeur, et à tête noire. Oui, il y en a beaucoup. C'est les plus gros. Hein. C'est ceux-là qui labourent. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce programme Agrifaune, c'est l'approche de terrain qui plaît aux jeunes et aussi la dimension scientifique, puisque ces résultats-là sont portés dans un programme national pour faire des comptages. Nous sommes dans le réseau Agrifaune depuis 2010 et nous accueillons régulièrement donc des stagiaires
qui viennent de première du lycée agricole de Vire. Nous sommes ici très sensibles à la biodiversité, au maintien des espèces sauvages, et notamment donc, le petit gibier. Dernièrement, donc, nous avons accueilli 2 stagiaires qui ont travaillé sur le petit gibier, hein, la pose d'agrinoire, de points d'eau, le comptage aussi des perdrix, la mise en place d'une jachère fleurie dans le verger, hein, et puis la mise en place de ruches pour les abeilles sauvages. Le stagiaire va nous présenter au mois de mai un rapport concernant ce diagnostic de haies, hein, qui va nous permettre ensuite de valoriser ces haies, de replanter de manière réfléchie et aussi d'exploiter ces haies, hein, de valoriser à travers donc, une filière bois qui reste à déterminer à ce jour. Retourne-le au bord. On arrive sur une marque qu'on n'a pas encore inventoriée. On essaye de détecter, je vous l'ai dit tout à l'heure, les pontes des espèces précoces, la grenouille rousse et la grenouille agile, mais aussi à vue les larves de salamandre. Donc ça c'est une nouveauté sur l'exploitation. On voit l'intérêt de la création d'un réseau de petites mares. Il y a une dizaine d'années, quand je prospectais dans le secteur, il n'y avait pas de grenouille agile. On a commencé à la détecter il y a 2 ans avec vos collègues des promotions précédentes. On avait repéré quelques individus en vadrouille. Et là, 2 ans après, on a des pontes en quantité, dans déjà au moins 2 mares. On va voir si on les trouve aussi après. On a une boîte par là? On a un microscopique, là j'en ai un tout petit, une larve, une femelle de palmée encore. Donc ça c'est la grenouille agile, celle qui a pondu tous les œufs là qu'on voit partout. Donc une grenouille, j'essaie de mettre au soleil, marron, avec le museau très pointu, par rapport à l'autre grenouille brune qui est la grenouille rousse, qui a le museau beaucoup plus arrondi, beaucoup plus busqué. Et puis la grenouille agile a des grandes pattes arrière. Alors chez la rousse, ça ne dépasse pas le museau, en règle générale. Mais il suffit de regarder le ventre, et hop, là on a une couleur orange immaculée, caractéristique du triton alpestre. Donc une espèce plutôt bocagère forestière, qui régresse un peu dans la région. Alors ça c'est le mâle d'alpestre. Il est plus petit que la femelle en règle générale. Et beaucoup plus coloré, donc couleur bleue ardoisée au niveau du ventre là. Des petites ponctuations sur les flancs et au niveau du museau. Et puis une crête là qui est repliée parce qu'on l'a sortie de l'eau, mais une crête au moment de la reproduction. Et puis comme la femelle, un ventre orange immaculé. Tac. Voilà. Le mâle récupère les œufs et les porte sur son dos pendant tout le développement embryonnaire. D'où son nom d'alite accoucheur. Le mâle aide la femelle à accoucher entre guillemets et il garde les œufs sur le dos pendant tout le temps du développement embryonnaire. C'est pas très commun, hein, c'est assez rare dans la région et ça apprécie les endroits pierreux ou sableux. Alors en normand on l'appelle le mouron et c'est une espèce qui a mauvaise réputation, qui fait peur en fait. Les gens pensent que c'est agressif, dangereux, etc. Alors que pas du tout. Donc en fait nous travaillons dans le cadre d'Agrifaune depuis 2010. Bon, on s'est mis dans cette action-là car ça nous permettait en fait de joindre les lycées avec les différents partenaires pour en fait sauvegarder la biodiversité au sein des exploitations agricoles. Trop souvent on a tendance à croire que la biodiversité elle se limite aux espaces boisés, voire aux zones humides, mais bien au contraire, elle est très importante dans les zones ouvertes et notamment dans le milieu agricole. Donc sans les agriculteurs, c'est sûr qu'il y aurait une diversité bien moindre. Donc on travaille ensemble de manière à mettre des actions concrètes en place. L'année dernière, j'ai effectué mon stage donc, au lycée agricole de Vire et durant ce stage, j'ai effectué l'inventaire des haies
et j'ai proposé des aménagements propices à la faune, donc comme la replantation de haies, la pose d'agrès noirs donc pour la microfaune, donc pour la faisanderie, les perdrix, tout ça, des bandes enherbées et sinon une garenne artificielle. Et donc avec les élèves, on travaille beaucoup sur les thématiques de biodiversité et concilier agriculture et préservation de la flore et de la faune. Et on travaille beaucoup sur la thématique des haies. Donc on replante des haies. Alors sur le site ici par exemple, il y en a un petit peu au loin, là-bas en bas de la parcelle, on a replanté des haies. Et puis on essaie aussi surtout de conserver l'existant. Parce que planter des haies c'est bien, mais si autant profiter de ce qui existe déjà. Et on essaye de prélever le bois qu'on peut prélever, mais aussi de sauvegarder des petits arbres qui seraient dans une haie pour imaginer qu'un jour il donne un arbre qui sera valorisable par nos suivants. Donc, comme vous pouvez le voir, tous les ans on s'est entretenu, c'est-à-dire qu'on enlève un peu de vase et puis de la végétation qui est en surface. On empêche à travers les clôtures les animaux d'y aller. Et puis on s'en sert aussi pour mettre par exemple ici, un seau là, pour la population de faisans qui est en place. Donc ici on est dans un couvert multi-espèces. Donc dans le cadre d'Agrifaune ont été testés plusieurs couverts, ce qu'on appellera couvert 6 pans, donc couvert intermédiaire piège à nitrate. L'objectif en fait c'était à la base de partir d'une contrainte réglementaire qui était la couverture des sols à l'automne, et donc voir si on ne pouvait pas avoir un intérêt faunistique. Donc on voulait coupler l'intérêt agronomique et faunistique. Donc par exemple ici on a un couvert avec à l'intérieur donc de la facélie. Donc ça c'est une espèce qui va être très intéressante en mélange, aussi bien agronomiquement puisqu'on va avoir un pivot qui va venir structurer le sol et aussi capter l'azote d'automne pour le restituer au printemps. Et un deuxième intérêt, donc là ça va être plutôt faunistique, avec la création d'un couvert, d'une zone de refuge on va dire pour le gibier, et aussi une plante mellifère et qui va aussi produire des graines par la suite qui vont pouvoir servir de base d'alimentation pour le gibier. Il n'y a pas que la facélie, on retrouve évidemment le sarrasin, les trèfles, et couplé avec différentes céréales ou alors des moutardes, des choses comme ça. Donc, nous avons rejoint nous à Maltaux donc le programme Agrifaune en 2011. L'idée c'était donc de sensibiliser les jeunes à la faune sauvage et aux pratiques agricoles adaptées à la faune sauvage surtout. L'établissement de Maltaux fonctionne sur le principe de l'alternance, hein. Nous n'avons pas d'exploitation agricole. Donc sur 3 années de formation des bacs pro CGEA, donc il y a environ 5 à 6 maîtres de stage différents. Nos stagiaires sont donc, nos élèves sont les ambassadeurs de bonnes pratiques agricoles et d'une sensibilité la plus adaptée possible à la diversité faunistique. Donc l'objectif final est que chaque agriculteur puisse être sensible donc à cette biodiversité et laisser un certain nombre de zones sauvages sur son exploitation agricole de manière à donc maintenir des zones de naissance et des zones adaptées à la protection du gibier. J'ai eu la chance de faire partie d'une génération, on a pris en compte l'écologie dans notre cursus scolaire au niveau du bac, et c'est à partir de là qu'on s'est rendu compte que l'environnement était important et que c'était utile d'y faire attention pour pouvoir le transmettre aux générations futures, tout simplement. On a réimplanté 1,7 km de haies en partenariat avec le conseil départemental ainsi que la communauté de communes. Ça permet de servir de brise-vent pour les animaux. Ça a permis aussi de limiter le lessivage dans une région assez accidentée. Donc dans ces haies-là, on retrouve 7-8 essences d'arbres de la région. Et donc c'est des haies qui pourront être exploitées, coupées pour faire du copeau, pour faire fonctionner du chauffage dans des communautés de communes, dans des collèges ou du privé pour se chauffer. On fait aussi un travail au niveau des points d'eau, des mares qu'il y a sur l'exploitation. Des mares qui ne sèchent pas, alors pour leur permettre de les protéger et pour pouvoir abreuver les animaux proprement, on les clôt et on installe une pompe d'herbage, donc les animaux boivent une eau qui est filtrée et les herbes qui est autour de cette mare permet aux insectes et aux oiseaux de pouvoir nicher, se reproduire, et
On l'entretient une fois par an au mois de septembre quand toute la période de reproduction est passée. C'est par des petites choses toutes simples. Par exemple, une prairie que vous allez faucher pour faire du foin. Nous, commencer par la faucher par le milieu en allant vers l'extérieur, c'est pas grand chose, mais pour le gibier, c'est énorme parce qu'il s'écarte de la parcelle et ça nous évitera de tuer des lièvres, de blesser un chevreuil et écologiquement, c'est intéressant. On voit les répercussions de tout ça quelques temps après, au bout d'1 ou 2 ans, on voit du gibier qu'on ne voyait plus, on voit une population de gibier qui se redéveloppe. Et donc ça prouve que on travaille bien. C'est vrai qu'on prend toujours ça un petit peu pour des contraintes, mais ça a certainement des avantages parce que nos grands-parents, eux, n'avaient pas toutes les technologies qu'on a actuellement et arrivaient à bien gérer leur structure, leur exploitation et qu'ils nous ont laissé un patrimoine qu'on fait évoluer mais qu'on doit maintenir pour les générations futures.